tous, bienvenue sur cette vidéo d'introduction au système d'exploitation Windows. Évidemment, pour 99,9999999% des gens qui regardent cette vidéo, vous utilisez au quotidien Windows, vous avez un ordinateur sur lequel a été préinstallé ce système d'exploitation, donc vous connaissez, en tout cas vous avez pris l'habitude pour certains d'utiliser. Après, c'est vrai que je dis ça, mais au moment où je fais cette vidéo, avec, on va dire, tous les sorts des appareils mobiles, tablettes, smartphones, etc., il y a aussi, mine de rien, beaucoup de familles, hein, beaucoup de foyers qui n'ont pas ou plus d'ordinateur. Donc c'est peut-être plus aussi vrai que ce que ça pouvait être, on va dire, à des générations d'avant. En tout cas, bienvenue, vous êtes sur ce cours ici. Comme pour d'autres cours sur des systèmes d'exploitation, eh bien, ce dernier va vous permettre bien, de voir un petit peu la prise en main, vous familiariser un peu avec ce système, et même pour aller un peu plus loin. Mais j'ai toute cette présentation, en tout cas, pour vous faire le détail de ce qui va vous être proposé, ce qui vous attend sur cette playlist de la chaîne. On va commencer par alors j'ai mis bref historique, c'est vrai que j'avais mis ça pour d'autres playlists de la chaîne, peut-être que j'aurais dû enlever le bref parce qu'il y a je vais quand même pas mal en parler, même si je vais pas vous faire non plus un exposé ou un cours complet, hein, sur, l'histoire de Microsoft et de Windows et compagnie. Mais il y a quand même des choses à savoir un minimum. Puis je trouve ça intéressant quand même de savoir un petit peu d'où on vient, d'où cela part et les évolutions qu'il y a pu avoir. Globalement, ce que je peux vous dire, histoire de résumer un petit peu les choses. Nous avons d'une part, il y avait en tout cas d'une part Microsoft, qui, ce n'est pas une erreur de frappe, était en deux mots, hein, il y avait un tiret entre les deux, ce n'était pas un mot complet. À la base, donc bien sûr, fondé en avril 1975, donc c'est précis, et c'est issu bien sûr d'une collaboration entre quelqu'un que vous connaissez sûrement au moins de nom, Bill Gates, et peut-être un peu moins, Paul Allen. Donc on a Paul Allen et Bill Gates, bien sûr, pas se tromper, sinon ça va peut-être pas plaire aux gens en question, qui étaient étudiants à l'époque et ont justement fondé cette société Microsoft, voilà, donc qui était prévu pour le développement, si vous voulez, et la vente de programmes qui étaient écrits en langage basique. Alors il y a peut-être des gens, si je leur parle de langage de programmation basique, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc encore, mais il y a sûrement des gens aussi parmi vous qui voilà, diront moi je sais, moi je connais, moi j'ai connu, moi j'ai programmé en basique. Donc oui, ça me parle. Donc sachez qu'au départ c'était ça. Microsoft devait faire du développement et de la vente de programmes écrits dans ce langage. Voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est ce qu'il en est aujourd'hui? Plus vraiment. D'autre part, parce que c'est pas tout, d'accord, vous voyez, encore une fois, j'aurais pu faire tout un exposé là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Nous avons, bien sûr, la multinationale ou l'ensemble. Voilà, c'est un regroupement, une fusion de plein d'entreprises et qui a formé la multinationale IBM, hein. Je vous ai mis d'ailleurs ce que ça veut dire, parce que certains ne le savent pas forcément. Et qui est donc une fusion d'entreprises qui a opéré en 1911. Donc c'est vieux, c'est très très vieux, mine de rien. IBM, on pourrait penser que c'est... Bon, ça date un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, au moment où on fait cette vidéo, c'est-à-dire 2025, on comprend qu'il y a un sacré historique et que pareil, on pourrait en parler pendant des heures, hein, de tout l'historique finalement, de toute l'évolution et toute l'histoire de cette multinationale. Alors pourquoi ces deux-là? D'accord? Parce qu'on a déjà, bon finalement, je vous dis donc, Microsoft, je vous ai dit, hein, ils avaient prévu au départ développement, vente de programmes, ok, écrit en basique. Et IBM, bon, bah, ils faisaient des ordinateurs, ok, ça a toujours été comme ça, c'était de faire des ordinateurs et notamment mettre en place des ordinateurs personnels, c'est-à-dire l'ordinateur que vous auriez chez vous, voyez, pour maman, papa, les frères, les sœurs, tout le monde. Et ils cherchaient des développeurs ou une entreprise, peu importe, pour pouvoir créer leur système d'exploitation, d'accord. Alors il y a eu beaucoup de choses autour du système d'exploitation, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais ils cherchaient, voilà, une équipe, des développeurs, pour développer un système d'exploitation à intégrer sur l'ordinateur personnel qu'ils souhaitaient commercialiser. Donc c'est par rapport à ça qu'IBM, pas IBM, pardon, Microsoft va devenir le sous-traitant, donc c'est une collaboration, ok, il va devenir sous-traitant d'IBM, et ils vont développer le système qui s'appellera DOS, on verra, après très vite il va s'appeler PC DOS ou même MS-DOS, hein, pour Microsoft DOS bien sûr, donc il y a plusieurs appellations, mais si on prend vraiment le nom générique d'origine c'est DOS, et c'est ça qui va équiper en fait eh bien, l'IBM PC, voilà, qui sera commercial. Alors déjà j'ai oublié le petit accent à commercialiser, donc qui commercialisera ce dernier en 81. Donc vous voyez pareil, hein, ça remonte pas non plus à hier, et qui sera donc commercialisé avec, en étant muni eh bien, de ce système d'exploitation là. Et entre autres, hein, parce qu'il y aura également un interpréteur, donc le fameux Altair Basic, qui est eh bien l'interpréteur basique, en langage basique, pareil, qui a été développé par Microsoft. Donc il n'y a pas juste hein, finalement le système DOS, il y a un petit peu plus de choses que ça. Donc ça, c'est si je résume globalement, mais je voulais quand même aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que c'est bien quand même de savoir un peu plus de détails là-dessus, que de se dire, bon, alors en fait, il n'y avait rien avant, DOS, il n'y avait rien avant, alors qu'en fait, si. Voilà, la vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'il y a un peu plus quand même d'éléments que ça.
Si je détaille un petit peu plus tout ça, donc là, vous voyez qu'on a passé un truc, hein, la brief history, je me suis dit: «On va s'arrêter là-dessus» quand j'ai fait la présentation et il y a une étape quand même au niveau de l'évolution. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Pareil, sans trop non plus, m'attarder sur le sujet, mais je trouvais intéressant de vous le présenter pour cette intro. Nous avons au départ ce système-là. Voilà. Windows, en fait, ce qu'on appelle Windows, ça part en réalité de ça. OK, et peut-être même d'autres choses, ça se trouve dans les, vous savez, dans les tréfonds des caves, des garages, on ne sait pas. On ne sait pas, nous n'étions pas là, on ne sait pas finalement ce qui a pu se passer. Mais ce qu'on sait en tout cas, du peu qu'on sait, c'est qu'il y avait un certain, fondateur, hein, d'une, société, entreprise de Digital Research, OK, qui était Gary Kildall, donc en 1974, qui a créé ce système-là, le fameux CPM. Donc je crois que c'était Computer Monitor. Bref, hein, il y avait tout un nom, j'ai plus exactement ce que. Bah, c'est pas écrit sur l'image, non, dommage. Mais bon, voilà, c'est ça, c'était donc ce système-là, le abrégé CPM, qui était développé. Ok. C'est un système, d'ailleurs, ça va peut-être parler pour certains d'entre vous, qui était utilisé sur Amstrad CPC. Voilà, vous connaissez sûrement les Commodore 128, ZX Spectrum. Voilà, j'ai pris évidemment volontairement, je cite ces trois exemples parce qu'ils sont très parlant pour les nostalgiques finalement. Alors entre autres, hein, il n'y avait pas que cela, mais voilà, c'était utilisé sur ça, donc peut-être que vous faites partie des gens qui, sans le savoir, utilisaient ou ont utilisé en fait ce système à une époque. Voilà, c'est une époque révolue, mais une époque quand même. Fait aussi très important, je trouve intéressant de dire, c'est de ce système-là qu'est née la fameuse extension .exe. Oui, le .exe, ce n'est pas Windows. Le .exe, en fait, il a existé avec ce système-là. Donc vous voyez, ça remonte à plus loin. C'est pas une extension qui a été inventée par Microsoft en lui-même. C'était même avant l'époque de Windows, donc avant le système vraiment créé, on va dire, par Microsoft. Donc le .exe, je crois même que le TXT aussi, hein, le format TXT pour le fichier texte, vient aussi de ce système, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, le .exe, c'est CPM, en tout cas, qui en est, à l'origine, en tout cas, qui en est l'auteur. Par la suite, nous avons eu QDOS, ou, comment dire, je vais y arriver, 86, voilà, 86 DOS, donc QDOS. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressemble à DOS, hein, vous avez remarqué. Donc, qui a été écrit, lui, par Tim Patterson en 1980. Ok. Alors, c'est la société, ce qu'on appelle la société, donc Seattle Computer Products, d'accord. Donc, il y avait Tim Patterson, cette société, qui se serait, alors après, c'est pareil, hein, d'une version à l'autre, on peut raconter tout et son contraire, qui se serait donc inspiré de CPM, ok, pour créer son langage, son système, pas son langage, n'importe quoi. Même si, voilà, c'est tellement inspiré, parce que ça utilise vraiment la même interface de programmation, ça utilise les mêmes commandes, donc pour certains, c'est un repompage, c'est un clone. Alors après, bon, plagiat ou pas, ça c'est, je suis pas juge pour dire, mais c'est vraiment, on peut considérer vraiment ça en réalité comme un clone de CPM, donc qui a été comme ça réécrit par par le fameux Tim, et ce système a été racheté. Voilà. Vous voyez, Windows ne part pas de nulle part de zéro. Parce que Microsoft, c'était une société déjà à l'époque, donc évidemment, il fallait commercialiser des choses, il fallait faire de l'argent, normal, société. Et ils ont donc acheté une licence de ce système. Donc en 1980, ils n'ont pas attendu, hein, dès que c'était fait, c'est hop, non, vous achetez une licence d'utilisation. Ils ont embauché Tim Patterson pour créer une version qui serait compatible pour les processeurs 8080, s'il y en a que ça parle, un processeur Intel d'époque que vous n'avez plus dans vos ordinateurs aujourd'hui, sous bien sûr la directive d'IBM, on se doute bien, ils étaient sous-traitants d'IBM, donc bien sûr. Et en juillet 81, si je dis pas de bêtises, Microsoft a racheté carrément tous les droits. Voilà, là ils n'ont pas perdu de temps, ils ont dit nous on rachète tous les droits de QDOS et on va fournir à IBM, donc ils leur cèdent pas, ils fournissent à IBM une licence qu'ils leur vendent et qui deviendra donc le fameux PC-DOS, voilà, donc la version MS-DOS ensuite plus tard, voilà, qu'on connaît bien aujourd'hui, d'accord. Voilà, pour IBM PC en 80. Voilà, donc février, je crois que c'est ça, de toute façon, juillet, il y avait donc janvier, ça commençait, donc il y avait des choses qui se mettaient en place. Juillet 81, c'est là qu'ils ont vraiment racheté tous les droits pour faire justement leur version à eux. Et oui, c'est ça, après, comment dire, ou en juillet, vraiment, où tout a été mis en place, qu'il y ait la commercialisation, etc. Après, je peut-être plus, hein, je dis peut-être pas exactement les bonnes, voyez, les bons mois précis, etc. Ça fait beaucoup d'éléments. Puis bon, c'est pas en soi le plus important. C'est plus ou moins de se faire un peu un ordre d'idée au niveau des années, surtout que au mois, au jour, à la semaine près non plus. Mais voilà à quoi ressemblait en tout cas DOS dans ses premières versions, ce qui a été donc commercialisé, qui a été intégré dans l'IBM PC, donc l'ordinateur personnel vendu et commercialisé par IBM. On continue, ça c'est on va dire la partie historique, donc celle qui évidemment pour certaines personnes vous n'aurez jamais connu cette histoire, peut-être que même vous découvrez un petit peu tout ça. Là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce qu'on appelle aujourd'hui Windows, parce que là vous voyez que jusqu'à présent on n'a jamais parlé de Windows, Windows n'existait pas encore, donc on va en parler ici, et ça commence, attention les yeux, c'est vrai que maintenant que je le vois là ça pique un peu,
Mais je n'ai pas, voilà, je n'ai pas modifié le contraste, je n'ai pas non, non, c'est pas une image retouchée, c'est l'image d'origine. Voici Windows et c'est marqué dessus. Alors pas tout à fait la version 1.0 d'ailleurs, vous voyez que c'est marqué la 1.01, donc attention, soyons précis, mais ce qu'on appelle le Windows 1.x, voilà, le 1.0, ça ressemblait à ceci. Voilà, tout est parti vraiment de ça. Donc là, on a passé à autre chose, d'accord? C'est plus seulement MS-DOS, on a ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce qu'on pourrait se dire, bon, il y avait MS-DOS, et puis ensuite on passe à ça, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bah, c'est très simple, hein. En fait, là, vous avez une première version, effectivement, donc de Windows, donc en 85. D'ailleurs, je vois que j'ai pas mis la. Je voulais mettre les dates, mais c'est pas grave. Qui est en fait juste une interface graphique. C'était une interface graphique en surcouche de MS-DOS, d'accord? MS-DOS, comprenez que c'était le système, d'accord? C'était pas Windows. Ici, Windows, c'était en fait MS-DOS, et on avait mis une petite surcouche graphique, donc c'est-à-dire ceci, ce que vous avez sous les yeux, et c'est ça qui a été effectivement créé sous l'appellation de Windows 1.0, donc Windows 1 finalement la première version. Voilà. Ensuite, on a eu Windows 2. Windows 2, bah, ça a apporté le multitâche. On a commencé à pouvoir, vous voyez, on a pu commencer à avoir comme ça plusieurs petites applications ouvertes, hein, l'horloge, calculatrice, voilà, différents trucs qu'on pouvait faire à la fois. Donc vous verrez que la gestion des fenêtres, c'est un peu particulier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et notamment bah, tout ce qui était la superposition. Voilà. Ça, c'était la nouveauté, parce qu'avant, bon, c'était mis, vous voyez, c'était tout ordonné en fait sur la place disponible à l'écran. Ça rappellera d'ailleurs peut-être certains système de composition de fenêtres qu'on retrouve sur des distributions GNU Linux, avec des environnements de bureau particuliers. Donc ça, on se rapproche un peu plus de ça. Et là, on a eu vraiment la superposition des fenêtres. Ça y est, on pouvait avoir plein de fenêtres qu'on pouvait superposer, qu'on pouvait ouvrir comme ça, côte à côte. Donc ça, c'était la révolution, c'était la nouveauté. Bon, après, il y a des histoires qui vont dire, oh, en fait, c'est macOS Apple qui avait fait ça, ça a été piqué, il y a eu des accords, etc., pas respectés entre Bill Gates et puis je ne sais plus qui de chez Apple, bref. Voilà. Parce que finalement, tout le monde savait, comme je vous l'ai dit dans d'autres playlists, le monde est petit. Ce sont des gens, tout le monde se connaît, tout le monde se connaissait déjà à l'époque. Voilà. Les gens de chez Apple connaissaient tout le monde chez Microsoft, connaissaient les gens de Bell Labs, etc. Donc c'était la même famille en fait. Voilà. Dennis Ritchie connaissait Linus, connaissait Biani. Voilà. Tout le monde se connaissait, donc tout le monde a un petit peu bossé ensemble, de près ou de loin, en réalité. Et c'est là qu'on voit que le monde était petit finalement, que on pourrait penser que l'informatique s'était développée avec plein de gens différents de partout, partout. Et on se rend compte que ça s'est quand même toujours un peu passé aux mêmes endroits à chaque fois. C'est ça qui est assez, assez intéressant quand on étudie un peu l'historique de toutes ces choses-là finalement. Donc Windows 2, voilà, en 87, je dis pas de bêtises, 1987, voilà, donc qui était ça. Bon, évidemment, pas, même si ça a été révolutionnaire ce système de fenêtres superposées, bon, ça n'a pas fait non plus un carton, hein, c'était comme Windows 1, rien de fou en soi. Et c'est vraiment à partir de Windows 3. Voilà. La 3.0, là vraiment, la popularité, c'est devenu vraiment très populaire. Donc années 90, après il y a eu la version 3.1, donc en 92. Et là, bon, bah, c'était mieux. Là, on a passé un cap. Meilleure gestion de la mémoire. Il y avait la police de caractère TrueType qui était prise en compte. Ouais, jolie police de caractère et tout, qu'on retrouve des fois dans certains vieux programmes, hein. On retrouve encore cette police-là. Donc c'était nouveau. L'amélioration de l'interface, hein, je pense que oui, on voit quand même qu'il y avait un petit mieux. Alors évidemment, pour l'époque, bon, c'est sûr que si on regarde ça en 2025, on dit bon, oui, faut doser, mais comprenez qu'à l'époque, c'était absolument incroyable. Voilà, on avait vraiment une amélioration de dingue par rapport à ça. C'est même ce qui a apporté d'ailleurs les fameux WinFiles, je le dis parce qu'encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont connu Windows 3, etc., qui ont testé ces versions, ou même après coup. C'est-à-dire que moi, bon, j'étais pas né pour certains de ces systèmes. Alors là, bon, je suis né en 91. Donc dites-vous que voilà, Windows 3.0, 90, vous voyez, j'étais pas encore né. Donc forcément, je peux pas avoir testé quand c'est sorti. C'est pas possible. Ou alors, on sait pas, secret. Mais bien sûr, j'ai testé des vieux systèmes après coup. Parce que maintenant, avec les émulateurs, etc., on peut tester plein de choses. Donc voilà, c'est bien quand même de voir un petit peu ce qu'il y a. Et parmi les gens parmi vous qui ont pu utiliser ça, bah, il y a eu les fameux WinFiles. Il y a peut-être des gens qui s'en souviennent. C'était bah, tout le système de gestion de fichiers. Voilà, c'était nouveau. Voilà, c'était un petit peu nouveau ça. Il y a même tout le système d'icônes, vous voyez, qui était complètement différent, qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça se rapproche déjà un peu plus de ce qu'on a aujourd'hui. En plus des fenêtres qui sont superposables, des différents boutons pour réduire, maximiser tout ça, on avait ça. Voilà, les petites icônes, la gestion de fichiers qui était différent. Donc ça commence à ressembler un peu plus en tout cas à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les systèmes. Pareil, le bloc-notes, le solitaire, je crois, qui est arrivé aussi. Voilà, le jeu solitaire, il me semble qu'il est sorti avec Windows 3.0 ou 3.1, l'un ou l'autre en tout cas. Mais il me semble que c'est pareil que c'était ça. Donc la révolution. Voilà, pareil, Notepad, je crois qu'il y avait autre chose aussi, parce qu'après il y a eu WordPad, donc il y avait bah, l'ancêtre, hein, voilà, du WordPad en fait, et donc le bloc-notes bien sûr, hein, qui était là. Mais ça, je crois, Notepad, c'est le bloc-notes justement. Ça s'appelait Notepad à l'époque, mais il y avait aussi l'application dite, on va dire, de traitement de texte. Donc plein de petites choses comme ça qui sont arrivées au fur et à mesure. Et je vous passerai le détail hein, sur les applications de bureautique ou autres. Bien sûr, il y a eu voilà, les ancêtres de Paint, tout ça pareil. Il y a eu
beaucoup de choses qui sont plus ou moins sorties, au fur et à mesure. Donc plein de petites choses comme ça qui sont arrivées. Et on passe ensuite bon moi j'ai connu vraiment, hein, pour le coup, moi-même Windows à partir de ça, donc pas après coup, mais, durant mon durant mon enfance avec alors bon, on voit le 3.1, c'était une petite évolution encore, mais avec Windows 95, voilà. Donc moi, ce que je l'avais dit dans même l'ancienne version de ce cours, c'est à partir de ça, c'est le premier système que j'ai vraiment utilisé, parce que j'ai eu la chance quand même dans ma famille d'avoir un ordinateur assez tôt à la maison. Voilà, mes parents avaient les moyens à l'époque de pouvoir avoir un ordinateur, parce que c'était bien sûr un vrai budget, hein, c'était pas aussi, accessible peut-être que maintenant. Donc, avoir un ordinateur chez soi, c'était un luxe en tout cas. Donc j'avais eu la chance, bah, d'avoir ça, assez tôt quand j'étais plus petit et donc j'ai connu vraiment les ordinateurs en fait, hein, l'informatique avec Windows 95. Moi ça a vraiment été le premier système que j'ai utilisé, on va dire, au quotidien. Donc là, Windows 95, le menu démarrer, vous voyez, hein, on n'avait pas de menu démarrer avant, oui, ça peut-être que des gens ne l'avaient pas remarqué parmi vous, mais oui, pas de menu démarrer, c'est arrivé à partir de là. Donc ça, c'était la grosse nouveauté, parce que même encore aujourd'hui, hein, si aujourd'hui on retire le menu démarrer sur Windows, alors là, il y a les gens brandissent des pancartes, vont dans la rue, hein, enfin, ça crame des voitures, des poubelles, ça attaque les magasins, enfin, les gens deviennent fous, donc faut pas toucher à ça. Nouvelle interface, ça va de soi. On retrouve bien sûr, bah, voilà, encore une fois, ce qui se rapproche bien de ce qu'on a aujourd'hui, hein, à part que c'est pas la même qualité, mais voilà, le système d'icônes, le bureau, etc. Donc là, vraiment, l'heure, voilà, la gestion du volume, le système d'onglets sur la barre ici des tâches, tout ça. Donc nous y sommes. Voilà, ça y est. Ça ressemble enfin à ce qu'on connaît aujourd'hui, en plus vieux, mais ça ressemble effectivement à ce que nous avons. Système 32 bits, parce qu'évidemment, avant, c'était du 16. Donc là, premier système 32 bits, incroyable, la révolution. En 95, bien sûr, Windows 95, ils n'ont pas choisi le nom au hasard, et bien sorti, effectivement, a bien été commercialisé en 95, donc bravo à eux. Et c'est le premier, ça je sais que ça fait un plaisir à beaucoup de gens, le premier système Windows à intégrer Internet Explorer. Voilà, je sais que Internet Explorer vous manque aujourd'hui pour certains, ou même surtout les développeurs web, hein. Je pense que vous déplorez la disparition d'Internet Explorer. Et alors on dira il y a Edge, mais Edge n'est pas Internet Explorer. Pour le coup, c'est bien mieux, hein, avec Blink, etc. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est vrai que le regretté Internet Explorer qui était donc intégré pour la première fois dans Windows 95. Voilà. Et c'est la fin de dépendance, c'est vrai que j'oublie pas ça, à MS-DOS. Parce qu'avant, bah, le système c'était MS-DOS. Ok, tout ça c'était MS-DOS. Et ensuite on avait juste la surcouche graphique. Puis vous voyez, bah, au fur et à mesure, bah, la surcouche graphique, bah, ils ont rajouté plein de fonctionnalités. Un système d'icônes, un nouveau système de fichiers, plein d'applications, les fenêtres superposées, la barre, etc. Et au bout d'un moment, bon, bah, voilà, on essaye de casser un peu cette dépendance à MS-DOS qui était le système. Et eh bien, on a enfin la fin de cette dépendance-là. Donc il n'y a plus obligation forcément, vous voyez, en fait, tout ne tournait plus autour de MS-DOS. On avait enfin quelque chose qui était un peu plus autonome. Et il y a eu notamment ce qu'on appelle le noyau NT, d'accord, qui était après prévu pour tout ce qui était professionnel. On considère un petit peu que c'est l'ancêtre finalement d'une certaine manière de Windows Server, c'est un peu ça. C'était là un petit peu pour ça qu'il y a des fois des noms un petit peu parallèles entre la version qui était pour les particuliers et la version commerciale dite pour les professionnels. Donc, ce qui plus tard viendra, on peut dire l'équivalent Windows Server, voilà, qu'on a pour les pros. Là, nous, on a Windows sur notre PC tel quel. Voilà, donc on retrouve un petit peu tout ça. Windows 95, donc vraiment grosse révolution, bien sûr, et beaucoup d'entre vous, sûrement, des anciennes générations connues, auront connu Windows principalement avec ça. Voilà, je pense que la majorité auront commencé à partir de Windows 95 aussi. Si vous êtes des années 90, a priori, c'est ça. Windows 98, ah, c'est un petit peu mieux, vous voyez. Oui, lui, c'était pour Internet. Vraiment, c'était la conquête d'Internet, Windows 98. Donc moi, bah, j'ai connu la mise à jour, ce que je vous dis, j'ai découvert vraiment avec Windows 95. Donc j'ai connu la migration vers Windows 98, vers l'achat de la licence, vers la mise à jour, etc. Tout ça, les évolutions. Donc j'ai vu ce que ça a apporté. Ça a été le support USB aussi. Alors attention, pas en mass storage, comme on dit. Donc ça prenait pas en compte tous les périphériques USB, mais on va dire, les plus standards, comme souris, clavier, ce genre de choses. Donc pas encore les imprimantes, pas encore tout ça précisément, les scanners, mais voilà, plus les joysticks, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va dire ce qui concerne les hubs, voilà, tout ce qui est hub USB, donc était pris en charge avec ça. Support USB, et oui, ce n'était pas encore à 95, il fallait attendre Windows 98, sorti, attention surprise, en 98, et la prise en charge aussi du nouveau système. Attention, prise en charge native du système de fichiers FAT32, voilà le fameux FAT32 dont on parle encore un peu sur certaines clés USB ou autres, eh bien ça a été pris en charge nativement à partir de Windows 98. Voilà, côté un peu intéressant. Et pareil, vous voyez, interface un peu plus affinée, un peu plus de détails peut-être, hein, sur les pixels, le pixel art un petit peu, ah bah, Internet Explorer bien sûr, etc. Parce que c'était, je vous l'ai dit, vraiment prévu pour Internet. Donc il y a eu beaucoup de changements au niveau de la prise en charge des protocoles, TCP/IP, etc. Mais je vous passerai les détails.
Là, ça va peut-être fâcher certains. Là, la nostalgie, bon oui, elle est là, mais voilà, les mauvais souvenirs aussi. Nous avons, voilà, Windows 2000 et Windows Me, hein, Windows Millennium. Voilà, donc pareil, alors j'ai mis les 2 parce que pareil, il y a la version, on va dire, particulière, la version, professionnelle et cetera. Donc soit on peut dire, bah, ça en fait, Windows 2000 si vous voulez, c'est le nom commercial pour Windows NT, donc avec ce fameux nouveau noyau, qui était dans sa version, je crois que 5.0, ça doit être comme ça. Parce qu'encore une fois, il y a plein de versions parallèles qui sortaient pour les pros, les particuliers et cetera. Donc j'ai quand même mis les 2 parce que c'est bien quand même de voir un peu. Même si ça pouvait, vous voyez, pas mal se ressembler quand même. Ça restait un peu plus ou moins le même système au niveau de l'interface. Et ça, bon, bah, pas eu de bons souvenirs, hein. Déjà, bon, bah, plus de mode MS-DOS. Donc, sachant que la quasi-totalité des applications tournaient avec le mode MS-DOS, parce que ça rappelle, c'est le système au départ, donc il fallait que ce soit compatible. Bah, c'est comme si dès demain, bah, tout ce qui a des compatibilités avec les anciennes versions de Windows, on vous l'enlevait. Bah, forcément, bah, la majorité des applications ne marcheraient plus sur Windows. C'est limite comme si vous étiez sur un autre système d'exploitation. Donc pour le jeu vidéo, les pilotes, etc., ça poserait pas mal de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec Millennium. Plus de mode MS-DOS, donc la quasi-totalité des applications plus compatibles. Merci de rien, messieurs, dames. Et évidemment, bah, vous imaginez en plus de ça, tous les problèmes qu'il y a pu avoir en termes de stabilité, parce que forcément ça n'a pas aidé, parce qu'il y a eu un gros changement. Donc généralement, les gens n'ont pas un très bon souvenir de Windows Millennium, Windows 2000, etc. Voilà, c'était un peu l'époque où on disait: «Ah maintenant il y avait une bonne version sur 2». Et il y avait la version de test qui était pas top, puis après la version d'après était cool. Puis après tu revenais sur une version pas géniale, fallait vite que ça passe, et ensuite on revenait sur une version un peu bien. Il y avait à peu près ce genre de de choses-là qui a été plus ou moins vrai. C'est vrai quand on reprend l'historique, on remarque que c'est à peu près comme ça qu'ils ont suivi un peu cette idée-là. Donc c'est assez, assez rigolo. Alors je le dis en parallèle, j'en ai parlé rapidement, il y a eu justement cette branche NT. Alors la branche NT, je crois que c'est dès les années 91-92, donc c'est assez tôt, hein. C'est arrivé vraiment assez tôt, vous voyez, dans ces eaux-là, où ils ont vraiment voulu créer cette branche, à la base, donc pour les professionnels seulement. Et le but, c'était vraiment bah, d'intégrer, distribuer Windows dans les entreprises, simplement. De dire, bon, ok, on a sorti une Windows, donc enfin, au départ, même voilà, les premières versions de Windows sur l'ordinateur personnel pour les foyers de particuliers, très bien, mais il faut qu'on aille conquérir aussi les entreprises. Donc on va créer une branche NT, voilà, spécialement pour ça. Ok. Et c'est ce qui va servir en réalité finalement bah, de base, parce qu'aujourd'hui on parle du noyau NT, donc qui porte le même nom, et qui est ça en fait, même encore aujourd'hui, le Windows que vous utilisez, celui qu'on va voir dans ce cours, eh bien repose sur ce noyau-là. Donc un noyau bien sûr qui est modulaire, qui permet d'ajouter plein de fonctionnalités sans devoir tout réécrire. Donc il n'y a plus du tout de MS-DOS, hein. On n'est plus du tout sur un noyau MS-DOS ou un système DOS. Évidemment, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui le Windows actuel. Donc on aura voilà, un petit peu tout ce qu'on aura ça. Et comment dire, NT finalement, c'est ce qui va servir de base en fait pour toutes les versions à partir d'XP. Bon, on va en parler un petit peu, justement un petit peu après. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de distinctions. Et pour ça, parfois, bon, ça les gens ne savent pas trop, parce qu'il y a eu voilà, version particulier, version pro, etc. Et en fait, il y avait plusieurs systèmes qui existaient en parallèle. Et donc il y a des fois plusieurs nommages, plusieurs appellations différentes. Mais globalement, il faut le voir comme ça. Justement, on revient sur quelque chose de plus unifié. En plus, je crois que peut-être qu'il y avait Windows Server, peut-être même déjà allé à cette époque-là pour Windows XP, j'ai un doute, mais peut-être, bon, peu importe. Donc, on faisait la distinction en tout cas de Windows Server, c'est pro, voilà, c'est pour les serveurs, les entreprises. Et ensuite, bah, le Windows, voilà. Même s'il y avait après plusieurs éditions, plusieurs versions aussi, mais ça restait pour le reste, voilà, pour tout le reste. Windows XP, bon, hein, on comprend bien le bon aussi qu'il y a pu avoir, ne serait-ce que dans l'interface, hein, changé complètement. Donc, il y a eu un sacré changement, parce que c'est 2001. Voilà, parce que ça, je sais que je ne l'ai pas dit, mais bon, 2000, hein, autour des années 2000, d'accord? Parce que 95, 98, autour des années 2000, et ça 2001, donc pas très longtemps plus tard, mine de rien. On voit que c'est sorti quand même très très vite avec autant d'avancées au niveau ne serait-ce que de l'interface. Et bah, ça a tout explosé. Parce que c'est le premier système qui a eu justement le nouveau noyau. Donc là, totale indépendance, on va dire, sauf bon, pour des compatibilités d'applications, mais avec MS-DOS, voilà. On n'est plus sur le noyau issu de DOS, etc. On est sur le nouveau noyau NT qui était prévu, comme je vous l'ai dit au départ, pour les entreprises, pour les systèmes, pour les entreprises, qui finalement bah, va être équipé sur toutes les versions de Windows, et même encore aujourd'hui en 2025, au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est ça, c'est le noyau des versions actuelles. Nouvelle interface, bon je pense que ça c'est clair, on le voit très bien. Système de thèmes, voilà, c'est arrivé aussi avec ça, de souvenirs. On a pu commencer à créer des thèmes avec Windows XP, donc c'est arrivé ici. Alors ça, oui, on pourrait se dire, bah tiens, il y a Windows Movie Maker ou Media Player. Non, non, c'est arrivé avant, hein. Voilà. C'est arrivé avant, donc Windows Media Player, je crois qu'il existe depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'XP, donc non, c'est arrivé avant. Et voilà, donc on pouvait commencer à gérer vraiment là des vrais périphériques, hein, les imprimantes, les fax, les scanners, etc. Là, voilà,
C'était bien pris en charge, ça fonctionnait très bien, c'était magnifique. Donc XP, voilà, vous voyez, on avait dit: «Bon, bon, c'est pas génial, bon ça c'était OK». Voilà, Windows 98 ça a été, ça a vraiment popularisé énormément Windows, ça tournait très bien pour ce que c'était à l'époque. Bon ça on va oublier et puis là voilà, ça a été le 1er messie. Le premier messie c'était XP. Vraiment, c'est même encore aujourd'hui, il y a des gens, je pense, si ça te faisait tourner leurs applications, et les sites et cetera, ils resteraient sur XP. Parce que vraiment, il y a des gens qui ont adoré, qui ont eu du mal en fait à passer à des versions ultérieures. Donc c'était le système vraiment incroyable. Il y avait le mode hibernation, pareil, qui est arrivé à partir de lui. Le bureau à distance aussi, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment incroyable. Génial, magnifique, c'était super, tout le monde adore. Et puis, je vous ai dit, un système sur deux, bon, c'était des tests, hein, phase de test sur un système sur deux. Il y a eu, alors moi personnellement, pour la défense du système, je n'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Et en plus, j'utilisais ça sur un vieux PC portable qui était pas très très puissant. J'ai jamais eu de soucis avec, jamais eu de problème de ralentissement, de lenteur. Mais voilà, j'étais seul. J'étais seul au monde à ne pas avoir de problème avec ça quand tout le monde disait qu'il avait que des problèmes de lenteur, de bugs, de crash, etc. Je veux parler bien sûr, pour ceux qui le savent, de Windows Vista. Voilà. Windows Vista, incroyable au niveau d'interface, je rappelle. Premier système qui propose une version 64 bits, incroyable. L'interface aéro, voilà, magnifique. On n'aime pas, mais c'était révolutionnaire par rapport aux interfaces d'avant. Petit effet comme ça de d'eau, petit effet de transparence, enfin, vraiment super. Le système de contrôle utilisateur, le fameux UAC, d'accord. Le user, c'est quoi UA? User Access Control, un truc comme ça. Donc, vous savez, quand par exemple vous essayez d'installer une application, puis ça vous ouvre une petite fenêtre pour vous donner l'autorisation de faire l'opération un peu plus critique. Donc, c'est arrivé avec Windows Vista. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ça, parce qu'un coup sur deux, ça marchait pas. Enfin bref, mais je vous dis, moi, j'ai pas eu ces problèmes. Voilà, moi vraiment, Vista, c'est très bien passé. Je n'ai pas arrêté d'utiliser Vista parce que c'était nul, j'avais des problèmes. J'ai arrêté d'utiliser Vista quand ils ont sorti la version d'après. Donc moi, j'ai utilisé Vista sur un vieux PC portable. Ça allait très bien, j'avais aucun, aucun souci avec ça. Mais je vous dis, je suis une exception. Je suis pas la règle voilà. Je confirme simplement la règle générale. Je suis juste l'exception qui n'avait pas de problème. L'arrivée de PowerShell, voilà, si vous connaissez un peu PowerShell, c'était ça. La gestion, bien sûr, native de l'IPv6, je crois que c'était aussi avec Windows Vista. Voilà, donc 2007, hein. 2007, là on est 2001. Donc là, on comprend qu'il y a eu du temps. Donc c'est dommage parce qu'on se dit, bon là, il y a eu un an. Les mecs te pondent ça en un an. Voilà, c'est super. Et là, ça a été la révolution. Et là, quand même, 6 ans plus tard, alors certes, oui, interface de fou. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a été raté. Parce que c'est vrai que quand tu ajoutes tout un tas de nouvelles fonctionnalités, qu'il y a une refonte un petit peu de pas mal de choses, bah oui, c'est nouveau. Je veux dire, on avait jamais ce genre d'interface avant. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que bah ouais, c'était peut-être pas complètement fini. Il fallait peut-être respecter certains délais aussi. Parce que bah, c'est pas qu'un système pour les particuliers, il y a aussi les entreprises. Donc vous comprenez que ça resserre pas mal les délais de livraison, de distribution, etc. Et je pense que c'est sorti beaucoup trop tôt. Voilà, c'était un système beaucoup trop en avance sur son temps, est sorti beaucoup trop tôt, qui a fait que beaucoup de gens n'ont eu que des problèmes en fait. Voilà, le nombre de personnes qui ont migré vers Vista, ils sont très vite revenus sur XP. Et je sais que moi, par contre, il y a un des PC de la famille où on était passé sur Vista et pareil, le PC familial est vite revenu sur XP parce que pareil, c'était que des problèmes. Il n'y a que moi, quoi, avec mon PC portable, j'étais sur Vista, ça marchait très bien, mais c'est vrai que oui, XP a quand même sauvé pas mal de choses, parce que sans lui, il aurait fallu revenir là-dessus. C'est pas une bonne idée. Voilà, pour Vista 2007, on ne regrettera pas pour la plupart, donc très bien. Et bien sûr, je le redis, hein, un système pas top, un système bien, un système pas top. Donc vous savez que logiquement, le prochain devrait être un bon système. Et il l'a été. Si XP était le Messi, Windows 7 a été... Voilà. Même encore aujourd'hui, je veux dire, je pense que là, il y a des gens qui sont en train de pleurer en voyant la vidéo en disant c'est l'émotion qui vous prend tout de suite. Je comprends, je vais vous laisser quelques secondes comme ça pour vous, comment dire, pour rendre hommage finalement, pour vous retrouver seul avec Windows 7. Voilà, petite minute de silence. Et oui, Windows 7, c'est Windows 7 quoi. Windows 7, c'est 2009. Windows 7, bah, c'est l'interface aéro de Vista, mais en un peu plus fini. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est ce qu'aurait dû être Windows Vista s'il était sorti quand il aurait dû sortir, et pas selon des délais à respecter, des actionnaires ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est le Windows Vista abouti, clairement. Voilà. Il n'y a pas eu énormément de différence au niveau d'interface, mais c'était abouti, c'était beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisé. On avait enfin un Windows Defender qui n'était plus une passoire en termes d'antivirus. On avait enfin quelque chose qui tenait un peu plus la route, parce que c'est vrai que bon, XP, machin, bon, il fallait installer un antivirus. Hein. Voilà, fallait pas utiliser Windows Defender à l'époque, mais à partir de là, c'était bon. Vous pouvez commencer à utiliser ça, ça allait très bien, ça faisait le travail.
En plus, ils avaient créé, je crois, un autre, oui, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils avaient créé un il y avait un autre antivirus que même ils avaient créé, qui est d'ailleurs plus utilisé aujourd'hui, et qui faisait partie, ouais, de ça. Donc ça faisait le travail et il y a pas de problème. Voilà, Windows 7, c'est tout ça, donc j'ai pas trop bonne chose à dire parce que bon, vous l'avez là, pour le coup, beaucoup d'entre vous, vous l'avez forcément connu. Donc j'ai plus pris de temps à détailler ou donner des nouveautés, et cetera, sur ce qu'il y a eu sur les anciennes versions. Bon là, je vais beaucoup moins m'attarder sur celle-ci, ce que beaucoup plus de gens parmi vous connaissent et vous savez ce qu'il en est. Voilà, puis je voulais vous essayer encore une fois, hein, rendre hommage un petit peu à ce dernier Windows 7. Vous avez peut-être encore d'ailleurs des ordinateurs qui tournent sur ce système, je serais pas surpris, parce que ça tourne. Je veux dire, à part bon, des problèmes d'incompatibilité d'applications trop récentes ou navigateurs, et cetera, qui ne prennent plus en charge Windows 7, parce qu'il faut bien, il faut bien que les choses évoluent, hein, si on peut pas en 2025 se dire: «Bah, attendez, dans l'application que je développe, je fais en sorte que ça prenne en charge un système qui date de 2009». Vous comprenez bien? Il faut avancer quand même un petit peu, sinon, bah, on produit plus rien de nouveau, en fait, hein, on innove plus rien et on reste sur des vieux trucs. Donc il faut bien que ça évolue. Mais c'est vrai que pour des machines, on n'a pas trop d'exigences en termes d'application ou autre. Eh bien, même en 2025, hein, au moment où je fais cette vidéo, utiliser Windows 7, tout à fait, pertinent pour certains. Il y a pas de problème. Bien sûr, on l'a dit, je vais me répéter à chaque fois, mais comme ce système était bien, bah, a priori le suivant devait être nul ou pas top. Et oui, bien sûr, hein, Windows ça, voilà, clairement, hein, ça, c'est effectivement autant Windows Vista, j'ai pas eu de problème, autant ça, je pense que c'est le système que j'ai utilisé le moins longtemps. Même si j'ai quand même dû à un moment dû repasser un peu plus autre chose parce que, bah, j'ai eu le problème de, bah, oui, mais il y a plein de choses qui sont plus prises en compte sur Windows 7 et quand vous êtes développeur, que vous faites, voilà, vous utilisez beaucoup d'outils, d'applications différentes, bah, quand on vous dit que c'est plus pris en charge, ça prend plus en charge Windows 7, il y a pas le choix. Donc j'ai fait un peu les 2, c'est-à-dire que j'ai testé ça, donc Windows 8. Très, très vite, j'ai compris l'erreur l'erreur grammatique. Je suis revenu sur Windows 7 et puis j'ai pas eu le choix malheureusement de revenir sur Windows 8.1 et puis de patienter sagement en espérant vite, vite, vite quelque chose. Et comme il y a eu, ça arrive, des petites mises à jour, des petites choses qui ont été remises entre-temps, bon, on va dire que ça a pu tempérer un petit peu. Mais oui, déjà la disparition du menu démarrer, bon marqué, voilà, c'était parce qu'en fait ils se sont dit: «Tiens, on va faire un système maintenant pour les appareils mobiles». Voilà. Il y a les tablettes, il y a les smartphones, c'est génial. Donc bah, vos ordinateurs, un clavier, une souris, pas de problème. On dégage tout ce que vous avez connu, donc le menu démarrer, ça dégage, gestion des fenêtres comme ça dégage. Maintenant, vous allez travailler avec des tuiles. Voilà, c'est génial, les tuiles, de toute façon, ça protège les maisons, et c'est tout. Donc interface métro, je rappelle, voilà, c'est bien parce que ça ressemble un peu comme le métro, ouais, ça sent la pisse, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc c'est super, c'était assez, au moins l'analogie était parfaite. C'est vrai que le nom de l'interface, parfait, je pense. Il n'y avait pas meilleur choix de nom que de l'appeler le métro. Parce qu'effectivement, c'est le RER D. Alors j'aime bien ce que je dis ça, je vis pas sur Paris, je n'ai jamais pris le RER de ma vie. Mais vous voyez, on a tellement fait de retours de gens que sans y vivre, on sait. Voilà, nous savons, tout le monde sait. C'est génial. Le RER D, voilà, entre la piste, les cacas et compagnie, et puis bon, après la criminalité, les incivilités et compagnie, les retards ou quoi, enfin bref, c'est pas génial. Donc c'est vrai que les gens ne tiennent pas ça dans leur cœur. Voilà, donc l'interface métro de Windows 8, pareil. Voilà. Même chose, hein, pas, oh, les gens ne doivent pas regretter, je pense, hein. Les gens se disent pas: C'était trop bien, génial», alors j'ai déjà vu des gens regretter Windows Phone, mais c'est pareil, c'est comme pour moi avec Vista, nous sommes des exceptions. On n'a pas eu de problème et c'est parce que nous avons eu de la chance, pas parce que c'était la règle absolue à suivre. Donc il y a eu un retour partiel du menu démarrer, c'est vrai, c'est ça qui m'a permis de supporter, de pouvoir tenir le coup. Mais oui, ce système de tuiles, et cetera, d'avoir les applications là-dedans, j'avais essayé d'organiser moi toutes mes applications sur cette interface, enfin c'était catastrophique. Plus jamais, en fait, voilà. De vous dire: «Vous avez un ordinateur et on vous a fait un système avec une interface pour tablette». Bah non, en fait. Si je veux une interface comme ça, je prends une tablette, mais j'ai un ordinateur, donc non, il faut pas faire ça. Donc je pense qu'ils ont compris. Je pense que ça s'est compris, et oui, parce que les choix et les couleurs, d'accord, mais là, on était quand même relativement en majorité d'accord pour dire que non. Sur un ordinateur de bureau, imaginez, dans un milieu professionnel, non, c'est pas la fête. On s'en fiche de la météo, j'ai pas envie de voir les photos de vacances pendant que je suis en train de bosser. Ça va bien. Donc c'est mignon, mais de loin. Voilà, mais c'est loin d'être mignon. Donc on passe très vite, encore une fois on oublie. Logiquement, vous avez compris encore une fois, le prochain système sera forcément déjà bon. Meilleur, c'est pas compliqué à faire, et forcément mieux, puisque un système sur deux est bien et un système sur deux est moins bien. Et nous sommes arrivés à notre fameux Windows 10. Donc Windows 10 que j'ai bien aimé. Je sais que certaines personnes avaient du mal. Il faut savoir qu'il y a des personnes à partir de Windows 7, ça a été compliqué. Il y a eu une rupture. C'est-à-dire qu'il y en a, c'était Windows 7. Je comprends, hein, l'interface aéro, etc. Personnellement, j'adorais. J'adore, moi, l'ergonomie, l'esthétique de quelque chose. Je suis très attaché à la qualité visuelle de quelque chose. Il y a des fois, hein, le choix d'un logiciel par rapport à un autre, pour moi, peut se faire juste avec ça.
Si l'interface est plus intéressante, je la trouve plus sympa, eh bien je préfère utiliser le logiciel que je trouve plus joli qu'un autre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc ça joue des fois sur pas grand-chose. Donc je comprends tout à fait que oui, certaines personnes, bah voilà, ça c'était pour eux une interface très sympa. En plus, on pouvait mettre des couleurs différentes, c'était cool. Et après, bah non, là en fait, c'est les couleurs unies, le flat design. Enfin, on a eu ça pour le web aussi. Pour ceux qui font des développement web, vous connaissez. Donc on a connu, on a vu hein, la perte d'identité de tous les sites. Tous les sites web aujourd'hui qui se ressemblent tous, même ceux qui essayent de faire des trucs personnalisés. Ça se ressent quand même un petit peu tout pareil parce que les règles d'ergonomie du X et du Y eh bien, suivent un petit peu les mêmes normes, finalement, les mêmes conventions. Donc ça perd en saveur, ça perd en identité, j'ai envie de dire visuelle, spécifique et on se retrouve avec des trucs très génériques. Même si là encore il y a des petits dégradés, donc ça ouais, ça comment dire? Ça limite un peu la casse, mais ça reste quand même bon, c'est des tuiles quoi, voilà, c'est c'est chiant. Donc là, il y avait encore le système de tuiles, mais c'était bon, bah, attends, moi c'est très simple, hein. 1er truc que j'ai fait quand j'ai eu Windows 10, bah, ça je l'ai retiré. Voilà, déjà bon, le fait qu'on m'installe, on me mette plein de trucs, ça me saoule et voilà, moi j'ai gardé le système classique là, bon le système un peu plat, un peu chiant, mais moi ça a dégagé, voilà. Encore une fois, ça c'est des restes, des vestiges de Windows 8. Pourtant le 8 est mon chiffre préféré, mais non, ça a pas été mon système préféré, donc ça a dégagé. Non, c'était, je crois que j'en avais laissé après quelques-uns, j'avais refait mon truc, ce qu'on pouvait personnaliser. Mais enfin non, c'était pas, des fois tu avais pas la couleur que tu voulais, ça prenait selon l'icône, parfois non, ça faisait la couleur générique, liée à la couleur que tu avais de ta personnalisation. Donc tu pouvais personnaliser sans personnaliser, heu, voilà, chiant, très, très chiant. Mais hormis, bon, les petits détails là, par contre, moi c'est un système, je suis resté très longtemps dessus. C'est-à-dire que j'ai pas eu de problème à passer sur Windows 10 pour le coup, surtout après, son ancêtre, on va dire. Donc oui, j'ai eu aucun problème, même encore aujourd'hui, Windows 10 vraiment non, j'ai eu aucun souci, ça marchait très bien, j'aimais plutôt bien l'interface, c'était OK. Après, les goûts et les couleurs bien sûr, mais voilà, c'était sta bon après stable, hein, ça joue aussi beaucoup sur votre connaissance, hein. J'ai quasiment jamais eu de problème sur, mes systèmes parce que, bah, voilà, je sais m'en servir aussi un minimum et que bah, j'en prends soin, hein, simplement, voilà, ça s'entretient. Donc c'est vrai que quand vous savez faire et que vous faites, eh bien, vous avez beaucoup moins de problèmes, hein, sur vos ordinateurs, là où certains ont des problèmes tout le temps pour tout, et n'importe quoi. Donc j'espère qu'après, d'ailleurs, à l'issue de ce cours, vous n'aurez plus de problème aussi, vous. Vous rentrerez dans l'équipe des gens qui n'ont jamais de problème avec leur système ou quasiment pas. Ou en tout cas, jamais des problèmes qui sont de votre responsabilité. C'est plutôt comme ça. Donc Windows 10, hein, classique de 2000 combien Windows 10? Je sais plus. 2015, je crois. Attendez, 2015, on avait ça, c'était 2012-2013. Parce que lui, c'était 2009, ça c'est sûr. Donc lui, ça devait être 2012-2013, parce que c'est sorti quelques années et on regrette malheureusement. Donc oui, je crois que c'était ça, 2015. C'est pour ça que c'est pas ce que je repense un petit peu à mes installations. Je ne l'ai pas gardé très longtemps, hein, quelques années à peine, Windows 8, 8.1. Donc ça devait être ça, 2015, parce qu'après il y a eu 2021, oui, c'est ça. Donc ça devait être ça, 2015. Donc évidemment, Windows 10, etc., sans problème, j'en ai bien profité, c'était génial. Et bien sûr, puisque ça va être l'outil de secours, parce que l'ancienne version du cours était sur ça, puisqu'il était prévu par Microsoft que le système devienne véritablement un service. Donc, bah, que ce numéro de version disparaisse. Ce ne soit plus Windows 10, Windows 11, Windows 12, Windows je sais pas combien, juste Windows. Et c'est effectivement un service aujourd'hui. On ne peut plus considérer Windows comme étant un véritable système d'exploitation au sens historique et strict du terme. C'est véritablement plus un service qu'autre chose. Mais voilà, ils sont encore un peu hésitants, ils se sont dit, bon, bah non, en fait, on va continuer à faire des itérations et voilà, là, au moment où je vous parle, c'est Windows 11, mais il y a Windows 12 qui est déjà dans les cartons et il y en aura sûrement encore d'autres, donc je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Donc je ne vais plus dire que ça y est, Windows, comme ils ont dit ça, bah, ils vont respecter puisque visiblement ça change parfois d'un jour à l'autre, donc on verra jusqu'où ça mène. Mais nous arrivons au système en tout cas que vous allez véritablement à prendre en main sur ce cours et même à administrer, administration système et administration réseau, qui est Windows 11. Donc moi, bah, Windows 11, ouais, on est totalement dans une esthétique de système que j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en choisir entre ça, que je trouvais pas trop mal, et ça, sur mon ancienne configuration, je pouvais pas d'ailleurs installer Windows 11 et ça m'a fait chier, littéralement. Parce que déjà, bon, je voulais évidemment le système plus à jour. Parce que je savais de toute façon qu'à un moment donné, il fallait migrer, surtout quand vous utilisez des applications plus récentes. Tu es obligé si tu veux que ce soit pris en charge. Et ça me plaisait bien. Voilà, je disais, bah, Windows 11, ça me plaît beaucoup plus. Quand j'ai vu le mode sombre, bah, encore plus. Donc j'ai dit non, Windows 11. Après, il y a un peu chipoté sur des détails, j'aimais pas le système là. Mais ça, bah, moi, c'est désactivé sur mon système, donc je l'utilise pas. Donc il y a pas mal de choses ensuite qu'on peut quand même régler, personnaliser quand on fait quelques personnalisations. Donc globalement ça va. Pareil, j'ai mis le menu ici, parce qu'au centre j'aime un peu moins, au niveau des fenêtres, tout ça. Mais voilà, je retrouvais enfin quelque chose qui me plaisait bien et où on était vraiment sur ce que j'appelle une interface moderne. Voilà, quelque chose qui est très sympa. On retrouvait un petit peu ce style aéro, léger, beaucoup plus léger, mais ça faisait quelques rappels un petit peu à Windows 7. Donc
Là vraiment, là actuellement je suis sur Windows 11, c'est cool. Vraiment, j'ai un peu peur pour la suite, de me dire: «Est-ce qu'ils vont enlever certains trucs?» Parce qu'ils ont tendance à complètement changer une interface d'une version à l'autre, donc on verra, ce que ça va donner. Parce que le problème c'est que, bon, à moins de se dire: «Bah, j'utilise plus Windows», mais dans mon cas avec, ce que je fais au niveau de mon travail, c'est compliqué, je peux pas trop m'en passer. Et c'est vrai que, bah, c'est très dépendant de ça. C'est de me dire, bah, j'aimerais garder quelque chose qui ressemble un peu à ça ou qui soit un maximum personnalisable. Mais c'est pas dit que ça le sera encore comme ça dans, 2-3 versions plus tard. En tout cas, voilà. Voilà ce qu'on va retrouver concernant Windows 11. On repassera de toute façon en détail, parce qu'on va découvrir l'interface ensemble si vous connaissez pas bien, parce qu'il y a peut-être même des personnes parmi vous qui ne peuvent pas installer Windows 11. Mais je le dis, de toute façon, le cours va évidemment porter là-dessus. Après, s'il y a Windows 12 et qu'il n'y a pas eu trop de changements, bah, vous pourrez, adapter le cours Windows 11 pour Windows 12 ou autre, on verra bien. Et ceux qui sont encore sur Windows 10, eh bien ça tombe bien, vous avez déjà un cours complet, quasiment, à part la partie sur la programmation, mais de toute façon, il y a une nouvelle version qui va être faite aussi, donc c'est pas grave. Mais concernant toute l'utilisation de Windows, dans tous les cas, eh bien Windows 10, le cours est fait. Voilà, vous avez toutes les vidéos qu'il vous faut pour la prise en main, administration système et réseau pour Windows 10. Donc vous allez sur l'ancienne version et vous avez tout ce qu'il vous faut et ce sera bien sûr toujours à jour puisque ça concerne Windows 10, donc ça restera à jour à vie. Voilà, il n'y aura pas de problème. Et après, bon, on verra. J'avais fait ça, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, bon, après, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On verra bien pour la suite finalement de ce qu'il y a Windows 12, Windows 13, ou alors est-ce qu'ils arriveront enfin à retirer le numéro de version et puis d'avoir bah, simplement envoyé un Windows qui est mis à jour continuellement, en fait, hein, simplement, un peu comme une rolling release, comme Arch Linux sur les autres distributions, les autres systèmes. On verra bien, mais en tout cas, bon, pour le moment, il y a encore pas mal de changements qui sont faits et l'interface, il y a des chances qu'elle change encore beaucoup et que les futurs Windows ne ressemblent pas du tout à Windows 11 en termes d'interface, que ça change encore. Donc nous verrons un peu tout ça. Donc vous voyez, j'ai pris le temps. Bon, on a pris le temps quand même hein, sur cette historique, cette évolution, mais c'est pas tous les jours non plus, hein, c'est une vidéo d'intro, donc je trouve intéressant de faire ça. Puis c'est bien un peu de parler, voilà, par nostalgie un petit peu des changements qu'il y a eu. Et puis je sais aussi que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas connu. Voilà, il y a des gens qui auront connu Windows avec Windows 11, qui n'auront même pas connu Windows 10, donc ils n'auront certainement pas connu Windows XP. Ils n'auront heureusement pour eux pas connu le Windows Vista. Donc c'était bien, je trouve, d'en parler, de faire un peu le résumé de tout ça. Voilà. 40 minutes pour résumer toute l'histoire de Microsoft et Windows, c'est rien du tout. S'il avait fallu vraiment que je fasse un exposé, on aurait passé quelques jours. Windows. Windows, bah, il y a du bon et du mauvais. Pareil, vous le savez, je l'ai déjà dit sur d'autres cours, sur des systèmes d'exploitation. Sur cette chaîne, je ne fais pas de propagande, de militantisme, de quoi que ce soit. Je ne dis pas aux gens utilisez ça et n'utilisez pas ça. J'ai plein de choses moi qui m'intéressent, je partage juste ce qui me passionne et ce qui me plaît et après, bah, je propose ça aux gens et les gens piochent dans ce qui les intéresse eux, voilà, personnellement et donc, bah, comme j'utilise un petit peu tout, voilà, je peux utiliser des produits Sony, comme je peux utiliser des produits Xbox ou Nintendo, comme je peux utiliser, Windows, que je peux utiliser une distribution GNU Linux. Si j'avais un ordinateur Apple, je pourrais utiliser macOS aussi sans problème. Je pourrais très bien utiliser un iPhone comme je peux utiliser téléphone Android. Bref, je n'ai jamais choisi de camp parce qu'il faut choisir un camp. Je prends en fait en fonction de mes besoins, de ce qui me plaît, et peu importe en fait d'où ça vient. Donc, vous avez un cours GNU Linux sur la chaîne. Peut-être qu'un jour vous aurez un cours macOS, et vous avez donc ce cours Windows, et ça peut être bien de se poser un peu la question rapidement, même si autant pour GNU Linux c'est un peu une découverte pour beaucoup, d'accord, parce que c'est pas omniprésent partout. Windows, de toute façon, donc, je disais, 99% des cas, vous n'avez pas trop le choix de faire avec, pour beaucoup. Donc, renoncer à Windows, c'est forcément renoncer à pas mal de choses. Mais globalement, ce qu'on peut retenir un petit peu quand même dans on va dire les points intéressants et peut-être moins, forcément par rapport à Windows, ce sont ces derniers. Donc, point évidemment très positif à comparaison d'autres systèmes, bah, c'est qu'on voilà, ne pourra jamais lui enlever, il est idéal pour le jeu vidéo. Voilà. Tous les développeurs de jeux vont créer un jeu qui sera, pour PC en tout cas, à destination de Windows. Il y a je connais pas de jeux où alors vraiment ils sont très rarissimes, c'est vraiment des gens, vous voyez, qui eux font du militantisme, se disent: «Je vais créer un jeu vidéo et je vais produire une version, un binaire pour, GNU Linux et je fais pas pour les autres». Vous voyez, c'est vraiment je sortirai pas mon jeu sur Windows alors que la quasi-totalité des joueurs sont sur Windows, donc tant pis, ils pourront pas jouer à mon jeu. Voilà, ça existe évidemment, comme tout, il y a des exceptions, mais ce n'est évidemment pas la globalité, donc si vous voulez jouer et avoir accès à un maximum de jeux vidéo, même encore en 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça n'a pas encore totalement changé. Eh bien, Windows reste le meilleur choix. Donc si vous voulez vraiment jouer à fond sur tout et tous les supports, enfin tous les types de jeux, ça reste le meilleur système pour faire ça. Même si GNU Linux a beaucoup évolué, que c'est bien, bien, bien mieux. Il y a vraiment une énorme avancée au niveau de la prise en charge des jeux vidéo. Il y a même des jeux aujourd'hui qui sont natifs aussi. Mais il y a beaucoup de jeux, je pense à beaucoup de MMORPG par exemple, qui ne sont pas encore aujourd'hui compatibles sur
Linux, voilà, clairement. Et je le dis personnellement parce que bon, moi, je peux pas, voilà, dans ce que je fais, utiliser 15 000 systèmes en même temps en parallèle, hein, c'est pas génial. Donc idéalement, c'est bien d'avoir un seul système pour tout faire. Et bien, si tous les jeux auxquels j'ai besoin d'avoir accès tournaient sur une distribution de Linux, je ne serais probablement plus sur Windows parce que là, tout ce que j'ai besoin d'utiliser en fait pourrait tourner sur ce système-là. Donc voilà, si je devais vraiment choisir, j'ai une petite préférence pour un système Linux que Windows. Même si, encore une fois, bon, Windows, j'ai pas de problème personnel vis-à-vis de ça. J'aime très bien voilà, ce système-là et je l'utilise pas que par obligation non plus. Voilà, j'apprécie utiliser mon système. Ça m'embête pas d'utiliser Windows, quoi. Mais s'il fallait choisir entre les deux, je préférais être sur un autre type de système quand même. Pour des questions de préférence personnelle, voilà, de personnalisation, pouvoir personnaliser mon interface, tout ça. Donc c'est pour des détails, quoi, finalement. Donc idéal, voilà, pour les jeux vidéo, si vous voulez une prise en charge de quasi, on peut dire 100% des jeux vidéo, c'est Windows. Et il y aura à ce titre pour le moment aucun autre système qui peut concurrencer et rivaliser avec ça, malheureusement. C'est dommage, hein, ça manque de concurrence, mais j'espère que dans 5-10 ans, ce sera bien plus différent et qu'on pourra commencer à avoir véritablement d'autres solutions où tous les jeux seront compatibles partout sur d'autres systèmes. C'est bien sûr, puisque c'est un peu omniprésent partout, pour le support du matériel. Donc si vous avez des périphériques ou des matériels très particuliers, très spécifiques, de marques pas très connues, il y a de fortes chances que sur d'autres systèmes ce soit pas reconnu ou alors il faudra commencer à voilà, bidouiller des pilotes, des fichiers de configuration, donc c'est pas génial, les gens n'ont pas envie de faire ça la plupart du temps, à part les gens qui aiment bidouiller, mais c'est pas la majorité des gens. Donc Windows, c'est comme tout, hein, les constructeurs de matériel, quand ils développent des pilotes, la priorité, ça va être développer des pilotes pour Windows. Voilà. Parce que s'ils ne développent pas de pilote pour Windows, ils ne développent pas de pilote tout court, en fait. Voilà, ils ont un matériel qui ne fonctionnera nulle part. Donc, 100% des matériels qui sont faits, généralement, les pilotes, c'est du Windows en priorité. Et après, pour ceux qui veulent le faire pour d'autres systèmes, mais ce n'est pas toujours garanti. Donc, évidemment, un support idéal de prise en charge du matériel, c'est sur Windows dans tous les cas. Même si là, pour le coup, autant de jeux vidéo pour GNU Linux, tout ça, c'est pas encore ça. Ça a très bien évolué, mais malheureusement, il y a encore trop de choses qui ne fonctionnent pas. Par contre, niveau matériel, pour trouver du matériel qui n'est pas compatible sur un système GNU Linux, c'est vraiment que vous êtes sur un truc, voilà, vous avez acheté ça sur un site obscur et c'est pas aux normes. Enfin bref, on ne sait pas d'où ça vient, ça a été marabouté à moitié. Donc voilà, on n'a plus les problèmes qu'on avait et qu'on pouvait avoir il y a 20 ans pour la prise en charge du matériel, donc on n'a plus ce problème. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas tellement un argument qui serait par exemple négatif vis-à-vis d'autres systèmes. Là où le jeu vidéo, encore une fois, il y a trop de jeux qui marchent pas ailleurs que sur Windows, malheureusement. Donc on n'a pas, voilà, on est un peu bloqué par rapport à ça quand on fait du jeu vidéo, tout simplement. Bien sûr, puisque ça rejoint le matériel et les jeux, les applications, hein, il y a des applications, alors, incontournables ou pas, ça dépend des gens, mais Photoshop et compagnie, même si certains peuvent se dire, il y a des alternatives ou il y a des applications qui s'en rapprochent de près ou de loin. Malheureusement, il y a des applications très utilisées, qui sont très performantes et qui n'existent et qui sont compatibles nativement que sur Windows. Et forcément, déjà si c'est dans un cadre personnel, ça peut être bloquant. Et en plus, dans un cadre professionnel, d'autant plus. Parce que des fois, ce sont les entreprises, voilà, elles utilisent Windows parce que l'application qu'elles vont utiliser n'existe et ne fonctionne que sur ce système-là. Ou alors du macOS, mais il faut avoir les ordinateurs, il faut avoir les PC Apple pour pouvoir utiliser ça. Donc, parfois, on n'a pas trop de choix à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que Windows est un choix évident, en fait, par rapport à ces trois cas-là de bonne prise en charge des jeux vidéo, bonne prise en charge du matériel et compatible avec quasiment toutes les applications aussi très connues, même dans les professionnels. Hors application, bien sûr, Apple, ça va de soi. Et donc, bien sûr, oui, quand vous utilisez Photoshop, malheureusement, Photoshop sur GNU Linux, on peut bidouiller des choses, on peut utiliser des logiciels pour pouvoir simuler des appels, etc. Mais c'est pas natif, ça n'a rien à voir, c'est pas stable, enfin bref. Et c'est beaucoup, beaucoup de prise de tête, beaucoup de manipulation et de configuration à faire. Et je rappelle que 99% des êtres humains ne veulent pas utiliser un système et s'amuser à modifier des fichiers de config ou utiliser un terminal. Voilà, c'est la réalité, c'est ça. Et c'est bien quand même que les gens le prennent en compte. Les points négatifs maintenant, qui vont forcément rebuter un peu les gens. Alors après, encore une fois, si vous avez le choix de ne pas utiliser Windows, eh bien, voilà des points peut-être qui pourraient ne pas vous donner envie d'utiliser. Mais après, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on n'a pas toujours en fonction de ce qu'on a besoin d'utiliser, parfois Windows, c'est la seule solution qui est possible. Mais ça peut être des points qui peuvent être rebutants, on sait bien quand même de les considérer parce qu'ils sont là. Le fait que le système est propriétaire et payant, tout simplement. Il y a des gens, le fait de payer des licences, des mises à jour de migration. Et je peux inclure également le matériel. Vous l'avez vu avec Windows 11, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui ne peuvent pas basculer sur Windows 11, à moins d'acheter un nouvel ordinateur. Alors il est vrai que si votre ordinateur il a 20-30 ans, on ne peut pas trop reprocher à Microsoft de devoir, entre guillemets, vous inciter à changer de matériel. C'est comme dire quelqu'un qui voudrait jouer à un jeu vidéo sorti en 2025 et qui aimerait que ça tourne sur son PC d'il y a 30 ans.
Non, c'est pas la faute de l'éditeur qui a pas fait en sorte que son jeu tourne sur ton PC à 30 ans. C'est malheureusement, ta responsabilité à toi d'être encore sur un matériel qui a 30 ans d'ancienneté. C'est comme ça, même moi, j'ai changé ma configuration assez récemment, que, ça commence à devenir un peu compliqué avec ma configuration de 2013, donc il fallait bien. Et je vais pas reprocher aux constructeurs, aux éditeurs, aux créateurs de systèmes que c'est de leur faute si je dois changer ma config. Les technologies évoluent, les normes, ne serait-ce, les protocoles, et cetera, pour internet ou autre. Donc oui, si on veut suivre les nouveautés, ce qui est plus technologique, plus moderne, il faut bien que le matériel suive et donc à un moment donné, il y a un renouvellement de matériel à faire, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc forcément pour certains, oui, faut prendre en compte quand même que Windows, c'est pas gratuit. Voilà, quoi qu'on en dise, une licence a quand même son prix. Bon, quand vous achetez beaucoup d'ordinateurs, c'est souvent préinstallé avec Windows, donc vous avez une licence OEM qui est intégrée. Donc vous avez l'impression de ne pas payer votre licence de Windows. Et le fait que ce soit propriétaire, parce que oui, vous n'avez pas de code source de quoi que ce soit, en comparaison par exemple d'un système GNU Linux. Autre point, les permissions de base trop laxistes, qu'on peut reprocher aussi. Je mets de base parce que quand on configure après les choses, c'est ce qu'on va faire un peu, on verra qu'on peut largement, on va dire, renforcer cet aspect-là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un problème de fait que vous installez le système et vous vous retrouvez avec un compte utilisateur qui a tous les droits. Et en fait, ça va. Quasiment tous, maintenant il y a quand même quelques systèmes de sécurité, mais il y a beaucoup trop de permissions, en tout cas de choses qui sont permises sur un utilisateur limité, là où ça ne devrait pas l'être, enfin un utilisateur même administrateur, alors qu'on devrait être sur un système où tout est limité et que toute finalement opération système ou autre devrait être contrôlée par mot de passe, par n'importe quoi, par identification, et ne pas être permise comme ça au départ. Donc c'est un point quand même à prendre en considération, mais avec ce que vous allez apprendre pour ceux qui s'intéressent dans ce cours, on aura pu en tout cas beaucoup moins ce problème-là. Bien sûr, on peut reprocher aussi à Windows d'être très trop curieux de nos activités, données personnelles, d'avoir tout un tas d'outils qui vont collecter des données, qui vont faire des instantanés, des captures d'écran, genre de choses. Alors oui, bien sûr, certains diront, et c'est ce que je vais montrer aussi, qu'on peut désactiver ces systèmes-là, on peut les enlever, on peut en supprimer, etc. Oui, mais le problème c'est toujours ça, c'est qu'en amont, c'est là, voilà. C'est intégré au système, même si on n'en veut pas, et surtout c'est activé par défaut. Et ce sera toujours à vous de désactiver les choses, d'aller dans les paramètres de confidentialité. On va passer pas mal de temps d'ailleurs dans la configuration du système à désactiver plein de trucs, parce que moi je suis du genre voilà, désactiver plein de trucs, j'ai pas. En plus, j'aime bien les outils minimalistes, donc je veux pas avoir 15 000 fonctionnalités que j'utiliserai jamais. Donc je veux avoir que ce que j'utilise. Donc souvent la géolocalisation, le système de prédiction de saisie, tout ça, tous ces trucs-là, je les enlève, j'en veux pas. Voilà, je veux pas que tu m'aides à saisir mon texte, à le géolocaliser, quoi que ce soit, on s'en fout. Donc il y a plein de trucs que j'utilise pas, donc je passe mon temps à désactiver tout ce dont je me sers pas et je garde ce dont j'ai besoin. Et si besoin, j'active une autorisation ou un truc dès que je veux l'utiliser et pas en me disant par défaut. Donc on va faire beaucoup de configurations là où vous n'en aurez pas à en faire, on va dire, sur un autre système. Oui, il y a d'autres systèmes, vous l'utilisez, c'est bon, c'est prêt. Windows, il y a forcément une étape de configuration qui est assez longue, qui est assez casse-pied, qui parfois est nécessaire à refaire après de grosses mises à jour parce que certains paramètres sont réactivés malgré tout. Et il faut repasser par l'étape de configuration, revérifier s'il n'y a pas des choses qui ont changé. Bref, c'est un peu chronophage, un peu embêtant, mais ça fait partie de ça, donc ça peut être un point un peu dérangeant, on va dire, à ce niveau-là. Parce que c'est une société, les données, etc., la vente de données, bref, il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui font partie de cette politique-là, donc qui peuvent être dérangeants selon certaines personnes. La nécessité d'une bonne maintenance, ça je le note aussi, parce que c'est important. Voilà. Autant sur un système de Linux, globalement, vous installez votre système, vous l'utilisez, vous n'y touchez pas pendant 6 mois, vous revenez dessus, il y aura des mises à jour à faire certes, mais ça tournera. Vous voyez, ça va marcher, il n'y aura pas de problème. Un Windows, je le dis, je le répète, parce que vous le savez peut-être, vos proches, vos amis, etc. Si on voit autant de personnes avoir de problèmes avec Windows, c'est pas que le système est mal fait. Encore une fois, on peut pas, c'est trop facile de reprocher ça au système, de dire que le truc il est pas stable, que c'est pas sécurisé, que ça tient pas. Windows d'aujourd'hui, c'est plus le Windows d'époque. Voilà. Déjà, la sécurité, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Au niveau stabilité, pareil. Ça ne veut pas dire que tout est bien, mais la majorité des problèmes que vous avez sur Windows en termes de stabilité, c'est souvent lié à des applications ou des pilotes, donc c'est pas lié au système lui-même. Voilà. Les crashs, les plantages vraiment liés au système, je parle vraiment lui-même tout seul, c'est très rare, ou alors vraiment il faut les chercher. Mais la plupart du temps, c'est un pilote mal installé, corrompu, une mise à jour à faire ou une application. C'est généralement ça qui vous provoque les écrans bleus, qui fait planter votre système, qui fait des freezes, des ralentissements. C'est beaucoup plus rarement Windows lui-même. Donc c'est beaucoup plus stable que ce que ça a pu être à l'époque. Et il faut le dire aussi, Windows, si vous ne l'entretenez pas, pardon, voilà, autant il y a d'autres systèmes où ça va, mais Windows, si vous ne le faites pas, eh bien vous aurez un système qui va se dégrader à la longue. Et pas parce qu'il a été mal conçu en amont, juste parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place, de fonctionnalités, d'outils, de mises à jour, etc.,
Et vous devez en tant qu'utilisateur, je veux dire, ça s'entretient. C'est comme une voiture, comme n'importe quoi. Si, votre voiture tombe en panne ou a des problèmes parce que vous l'entretenez pas, vous pouvez pas reprocher au constructeur de voiture d'avoir mal fait les choses. Bah non, ça s'entretient, c'est normal, comme une relation, comme n'importe quoi. Et Windows, en comparaison d'autres systèmes, est beaucoup plus demandeur, on va dire, exigeant en termes de, maintenance et entretien. Si vous ne le faites pas, si vous faites pas vos mises à jour, on va dire régulièrement, si vous attendez tous les 6 mois pour les faire, et quand vous allez faire vos mises à jour tous les 6 mois, si votre système plante ou qu'il y a des mises à jour qui se font pas, il faudra pas vous étonner. C'est pas que le système, encore une fois, a été mal fait, c'est juste qu'il y a trop de mises à jour et ça crée des conflits, voilà, il y a des choses qui vont pas ensemble. Et donc c'est de votre responsabilité si les choses voilà, ne vont plus être stables ou vous allez avoir des problèmes, tout ça. Un Windows qui est bien entretenu, vous faites les choses comme il faut, je vous le dis, vous n'aurez quasiment jamais de problème et les seuls rares problèmes que vous aurez, ce ne sera pas lié à vous déjà et la plupart du temps, ce ne sera même pas lié au système. Voilà. Moi, les quelques soucis que j'ai eus, d'écran Bluetooth, donc très très rare, c'était toujours un problème d'un pilote à mettre à jour ou un pilote qui avait été mis à jour et qui posait problème, ou des fois une application ou un jeu vidéo voilà, qui a été mal optimisé sur un truc et puis paf, on a le jeu vidéo qui fait cracher le PC. Donc on identifie très vite le problème parce qu'on sait servir de son système et on résout le problème. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun problème. Vraiment, si vous faites les choses, vous apprenez à vous familiariser, à prendre en main votre système et que vous faites le nécessaire question maintenance, et c'est pas passer des heures tous les jours, bien évidemment. Il faut juste que ce soit régulier, il n'y a pas de problème et c'est très peu de temps. Vous n'aurez, je vous le dis, quasiment jamais, jamais de soucis, comme n'importe quel autre système. De toute façon, si vous faites les choses comme il faut, il n'y a pas de problème. Donc, c'est nécessaire. Si vous n'aimez pas faire des mises à jour, faire attention, voilà, bien faire vos mises à jour, ce genre de choses, le problème, voilà, c'est que Windows va vous l'imposer. À un moment donné, si vous voulez que ça tourne, donc, il faut pas juste installer le système et puis laisser faire, vivre sa vie, non. Il faut surveiller un petit peu ce qui s'installe, faire en sorte de faire les mises à jour les correctifs. Je rappelle que c'est un système aussi qui a une grosse surface d'attaque, hein, qui est très, privilégié pour les pirates. Donc tout ce qui est, virus et cetera, évidemment, il est la cible privilégiée. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas vigilant, eh bien, il vous arrivera tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, je peux faire l'analogie avec la voiture, encore voilà, c'est la même chose. Vous n'entretenez pas votre voiture, et bien, faut pas se s'étonner d'avoir des problèmes derrière, c'est parfaitement logique, c'est juste évident. Bien. Le format d'apprentissage, pour terminer, on va terminer un peu plus vite. Donc autour du système, vous allez retrouver le cours, bien sûr, c'est là où vous êtes, comme d'habitude, des épisodes progressifs répartis en plusieurs chapitres, on peut dire. Comme ça, vous pourrez prendre en fonction de ce qui vous concerne, parce que peut-être que vous n'aurez pas besoin de forcément voir la totalité du cours. La première partie, c'est l'utilisation standard. Ça, c'est le chapitre que vous pouvez montrer à vos parents, grands-parents, frères et sœurs, n'importe qui, vos proches, qui veulent simplement utiliser leur système parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, on a un ordinateur, il faut pouvoir naviguer sur Internet, payer ses impôts, il faut pouvoir aller lire ses mails, il faut pouvoir, même on veut regarder des épisodes de notre série en streaming, ce genre de choses, voilà. C'est l'utilisation de tout le monde. C'est tous les gens qui ont un ordinateur doivent connaître, savoir en fait se familiariser avec cette utilisation-là standard. Donc c'est le premier chapitre par lequel on passera obligatoirement. Voilà, les premières vidéos de ce cours seront là-dessus. Il y a peut-être des choses pour la plupart que vous connaissez. Même pour les gens qui connaissent, je pense qu'il y a énormément de petits détails que vous ne connaissez pas. J'ai pu le voir déjà avec l'ancienne version du cours Windows 10, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, utilisation standard, c'est le minimum à connaître. Donc c'est-à-dire aussi l'installation, la gestion de l'antivirus, parce que c'est obligatoire, l'installation des pilotes, les mises à jour, bref, voilà. Donc c'est déjà mine de rien l'administration système ça, mais je vous le dis tout à l'heure, hein, voilà, que la nécessité d'une bonne maintenance. Donc même pour une utilisation standard, vous devez savoir faire ça, donc ça rentre dans ce chapitre-là. Voilà. D'utiliser Windows Update, de mettre à jour des pilotes, ça fait partie de l'utilisation que même votre grand-mère, si elle est encore en vie, doit savoir faire. Voilà. Ou en tout cas, quelqu'un doit pouvoir lui faire aussi pour entretenir tout simplement le système. Ça fait partie de l'entretien un petit peu à faire au quotidien, ou en tout cas voilà, de manière hebdomadaire, tout ça. Ensuite, pour ceux que ça intéressera, qui voudront aller plus loin, on aura un chapitre sur l'administration système. On commencera à parler de fonctionnalités un peu plus avancées, la gestion de disques, l'observateur d'événements, vous voyez, ce genre de choses. Des choses que vont pas utiliser les gens qui ont une utilisation standard, s'en fichent, ça les concerne pas. De voir qu'est-ce que les processus consomment en mémoire, etc., ça les concerne pas du tout. Donc vous, si vous voulez aller un peu plus loin, il y aura ce chapitre sur l'administration système. Et enfin, pour aller un peu plus loin et pour clore finalement ce cours, on aura toute la partie administration réseau. Voilà, donc là pour les barbus, ou pas, même les imberbes, vous avez le droit, vous inquiétez pas. Donc tout ce qui est configuration réseau, soit réseau particulier, soit réseau d'entreprise éventuellement. Après, hein, c'est pas un cours à viser, je vise pas, ce cours ne cible pas les entreprises en particulier, ça cible tout le monde. Donc on restera sur des choses quand même assez classiques, rien de très farfelu non plus, mais le dernier chapitre en tout cas s'assure là-dessus.
Pour ceux qui avaient suivi l'ancien cours de Windows, vous pourrez vous dire: «Mais il manque une partie sur tout ce qui est, ligne de commande». Enfin bon, il y en aura un peu, hein, forcément. Administration système et réseau, il y aura forcément la ligne de commande, bien sûr, il y en aura dedans. Mais la partie programmation, vous savez, PowerShell, tout ça, je le dis, c'est un cours à part cette fois-ci. Pour Windows 10, j'avais intégré ça dedans et ici pour Windows 11, pour pas mélanger les choses, là, c'est vraiment l'utilisation du système et l'administration sur ce cours et le cours de programmation PowerShell, donc c'est une playlist à part de programmation parce que vous pouvez très bien, connaître déjà Windows et juste vouloir programmer. Voilà, donc les choses seront tout simplement séparées. Donc il n'y a pas moins sur ce cours, c'est juste que tout est séparé et divisé en 2 playlists pour que ce soit un peu plus, on va dire, cohérent. Voilà. Avec ça, avec ce cours, vont évidemment, être disponibles ils sont disponibles, des tutoriels dans une playlist spécifique aussi, donc à part de la playlist du cours, avec, des fonctionnalités complémentaires qui sont vues. Donc des fonctionnalités qui peuvent être de l'utilisation standard, hein, bien sûr. Par exemple, je sais pas moi, mettons que je veux pas mettre dans le cours réglage d'une imprimante, mettons, ça pourrait être là-dedans. Des choses spécifiques pour l'administration système ou réseau, pareil là-dedans. Et d'autres choses, hein, utilisation de certains outils, par exemple le tuto pour installer ça, donc qui est un outil pour installer la suite de compilateurs pour faire du C ou du C++. Comme c'est une application que pour Windows, évidemment ce tuto est disponible sur la playlist des tutoriels de Windows. Ça va de soi, c'est juste logique aussi. Donc n'hésitez pas, encore une fois, l'essentiel c'est vraiment ça, comme toujours. Ça c'est pour des cas bien particuliers, mais si vous voulez compléter que vous n'en avez pas assez, voilà, si vous n'avez pas assez mangé, eh bien vous pouvez trouver des restes et du rab au niveau de la playlist des tutoriels de Windows. Et on s'arrête là. Ça fait 1 heure, je vois, pas tout pile, mais un peu plus. Donc 1 heure pour vous faire cette petite introduction de Windows. Comme ça, on aura pris le temps un petit peu de faire l'historique, l'évolution des différentes versions, vous avez vu un peu. Donc j'espère au moins pour les gens qui ont connu, hein, ça vous aura rappelé quelques souvenirs, peut-être pas malheureusement que des bons souvenirs, désolé, mais au moins on aura fait un peu l'historique de tout ça. Et comme ça, vous savez, voilà, vous savez ce qui vous attend pour la suite, vous savez les différents chapitres que l'on va aborder, et puis vous suivrez la partie de cours que vous voulez. Voilà. Vous pourrez très bien vous arrêter à la fin du premier chapitre sur l'utilisation pour ceux qui veulent, et ceux qui veulent juste faire l'administration système, vous arrêterez au deuxième. Ceux qui veulent faire du réseau, vous regarderez le cours complet, tout simplement. Et voilà, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et bien sûr, je dis, hein, regardez le cours dans l'ordre, c'est important. Je le dis, ce que des gens ne font pas forcément. Ce sont des épisodes, c'est une série. Donc bien sûr, ça sous-entend qu'il faut voir les vidéos. Il faut toutes les voir. Il faut les voir dans l'ordre. Et bien sûr, voilà, on suit. Si vous avez regardé l'épisode 2, c'est que vous avez vu le 1. Sinon, ne soyez pas étonnés de suivre, de comprendre la moitié de certaines choses. Comme des fois, j'ai pu le voir dans certains commentaires qui, en fait, montraient que la personne n'avait juste pas vu la vidéo sur laquelle il commentait ou des vidéos précédentes. Et ça se voit, forcément, quand vous m'écrivez des commentaires. Je le sais tout de suite, si vous avez vu les vidéos ou si vous avez vu les vidéos précédentes ou pas. Ça se sait tout de suite. Je vous dis à bientôt. S'il y a les moindres questions, remarques par rapport à ça, même si on est sur l'intro, n'hésitez pas, parce que comme j'ai dit beaucoup de choses, mais de rien sur cette vidéo, donc il y aura peut-être pas mal de questions à ce sujet. Et pour le reste, on sait un petit peu à quoi vous attendre. Vous savez à quoi vous attendre pour la suite dès le prochain épisode. On verra notamment tout ce qui est installation, parce qu'il faut bien commencer par ça, installer notre système. Et en amont d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir comment préparer leur système, n'oubliez pas que vous avez un cours VirtualBox sur la chaîne, je vous renvoie sur la playlist, si vous voulez notamment faire une machine virtuelle, puisque c'est comme ça que sera faite l'installation de toute façon pour le cours, même si ça ne change rien en termes d'installation qu'au niveau d'une installation physique. Voilà, c'est transparent. Mais vous pouvez déjà en amont voir ça, vous préparer, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut pour l'installation du système Windows ensuite, pour suivre l'ensemble de ces épisodes. À bientôt.